Salut à tous et bienvenue pour ce top retour spécial Tipeee qui m'a été redemandé par Sylvain comme le mois dernier, donc il s'engage pas mal là-dedans. Je lui remercie une fois de plus énormément pour ça. Il m'a proposé deux choix comme la dernière fois et ce coup-ci c'était entre deux films qu'on proposait pas souvent et sur lesquels il avait un petit peu envie de voir quel bien j'avais à en dire. Hein. Donc les deux choix, je précise rapidement pour ceux qui voudraient savoir, c'était Atlantide 2 et donc le film qu'on va traiter, Dingo et Max 2, les sportifs de l'extrême. Film que j'ai pas mal défoncé, que j'ai vraiment pas aimé. Et pourtant, c'est vrai que ça a surpris certaines personnes. Je lui ai pas mis une note aussi affligeante que ça comparé à d'autres. 7,5 sur 20, c'est moyen, c'est pas bon du tout, mais c'est pas le plus mauvais qu'on puisse faire dans l'absolu, c'est vrai. Et c'est vrai que ça peut paraître un petit peu bizarre pour certains, surtout quand j'ai gueulé à ce point contre le film, en disant à un moment donné que ça devient encore plus con que Planes même. Planes à qui j'ai mis 4 sur 20, donc petite différence à ce niveau-là. C'est pas forcément clair et je comprends très bien. Hein. C'est vrai que la note globale de fin, elle reflète pas le niveau jusqu'où j'ai gueulé. Dans ma critique, au bout du compte, c'est une espèce de résumé de ma pensée sur le film en question, après avoir pesé le pour et le contre, après avoir pris un petit peu de recul dans l'absolu, et ce que je fais transparaître dans ma critique, mon niveau d'irritation, n'est pas forcément en proportion avec le niveau de nullité que j'ai à reprocher au film. Hein, c'est pas forcément évident, ça se présente pas forcément comme ça. C'est pour ça que c'est pour moi important de préciser cette note, parce que voilà, j'ai gueulé à fond pour Atlantide, l'Empire perdu. C'est loin d'être l'un des pires films de tous les temps pour moi, on en est quand même très loin. Mais il mérite à un certain degré, à un niveau assez particulier. Et c'est un peu pareil pour Dingo et Max 2. Je lui reconnais des qualités, pas autant que dans un film comme Atlantide, l'Empire perdu. Hein, je n'en ai trouvé que 5 ce coup-ci, hein, c'est pas pareil, mais ouais... J'irais clairement pas dire que c'est un des pires films de tous les temps ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il a cette sale manie de me brosser dans le mauvais sens du poil, avec ne serait-ce que le fait que ça joue beaucoup trop sur cette espèce d'ambiance à la série La Bande à Dingo, sans être aussi nul sur certains points sur lesquels je reviendrai. Mais voilà, il y a cette façon de régresser totalement par rapport au premier film qui essayait d'aller un petit peu au-delà de la connerie de la série, qui est particulièrement gavante quand on se fait les trois à la suite. C'est pour ça que ça m'a particulièrement irrité ce film quand je l'ai traité à la suite de la série et du premier, mais j'irais clairement pas dire que c'est l'un des pires qui soit, et on va voir tout de suite sans plus attendre les 5 meilleurs points de Dingo et Max 2, les sportifs de l'extrême. Hello world, hear the song that we're singing. Come on, get happy. Numéro 5, le concept de base. Oui, on va parler davantage d'une idée que de l'exécution, parce qu'une fois de plus, l'exécution, je trouve que majoritairement elle n'était pas géniale, mais l'idée de faire grandir nos personnages, d'arriver à un point pivot de leur vie où c'est la séparation entre Dingo et Max. Max qui va plus passer tout son temps avec lui, ils vont plus vivre ensemble sous le même toit, il va y avoir une vraie séparation, une scission qui va se créer, et comment nos personnages vont l'assimiler, ça, je trouve que c'est une très très bonne idée de départ, vraiment. Si vous voulez vraiment faire évoluer nos personnages après avoir passé autant de temps sur eux, si on prend en compte la série, c'est une voie très intelligente à suivre. Montrer qu'on évolue d'un cas à l'autre. C'était pareil aussi avec le premier film, c'était un peu plus loin dans le temps par rapport à la série, quoi. Max était plus grand. L'idée de faire ce bond dans le temps et de traiter la relation entre Dingo et Max par rapport à cette nouvelle situation est très intéressante, plutôt intelligente. C'est
c'est pas quelque chose qu'on fera automatiquement. Hein, en règle générale, si on veut vraiment tabler sur quelque chose qui a du succès, on essaye de reprendre la même ambiance, le même niveau. Non, on fait progresser les choses et j'apprécie ça. Il y a le petit souci, comme j'en ai parlé, de montrer très très peu la continuité avec le premier film, même si dans l'absolu, je sais que je me suis plaint un peu par rapport à ça, dans l'absolu, si on cherche vraiment à défendre ce second film, on peut s'imaginer qu'il a pu se passer quelque chose durant l'ellipse entre les deux films qui justifie que les éléments du premier film ne soient pas repris. Genre, oui, Max a pu rompre avec Roxane entre les deux films et ils en parlent plus, ok, voilà. Dingo a pu changer de boulot durant ces années-là, c'est pour ça qu'on le voit faire un boulot différent entre les deux films. C'est possible, voilà, c'est possible dans l'absolu. Après, faut bien comprendre, et ça on parle vraiment en termes de langage filmique pour moi, lorsqu'on crée une nouvelle situation comme ça, sans adresser ce changement entre les deux situations, pour moi c'est un gros manque en termes de langage filmique, parce que il y a des questions qui se posent quand même, quoi. Même si il suffisait juste de quelques répliques pour dire tiens il s'est passé ça, pour qu'on passe de ci à ça, c'est important de faire ce petit effort là pour le justifier. C'est pour ça que c'est un petit problème pour moi et que ça détache un petit peu trop ce film de ce que le premier a montré. C'est un peu dommage, je trouve, qu'on aurait pu faire ça en reprenant davantage des éléments du premier film, surtout Roxane, quoi. On aurait facilement pu inclure Roxane dans cette intrigue, mais on l'a pas fait, et c'est assez frustrant, personnellement. Même si, bon, voilà, c'est pas non plus... c'est pas ce que j'appellerais de l'incohérence. Dans l'absolu, ça peut justifier, c'est juste que ça aurait été cool que ça soit justifié. Et ouais, ça aurait été cool, tout simplement, de rebondir là-dessus et de jouer sur des éléments qui ont été mis en place plutôt que de les sauter, de dire que bon, on s'en fiche. C'est dommage. Par contre, il y a un élément qui est un petit peu repris et qui m'a plu, et c'est numéro 4, la dualité de considération entre Dingo et Pat. C'était présent dans le premier film, ça a amené ma scène préférée de Dingo et Max 1. Vraiment un moment super fort sur comment on considère son enfant, comment on considère l'éducation de son enfant et son attache envers lui, qui était montré de façon très poignante, très percutante dans le premier film. Et là, c'est clairement pas le même niveau. Vraiment pas, parce que oui, Pat apparaît à peine. Il a à peine 3 minutes de temps d'écran dans l'absolu, ce qui est un petit peu dommage. Je pense qu'on aurait pu jouer un peu plus là-dessus, mais c'est quand même intéressant dans le principe où ça reprend totalement les états d'esprit que nos deux personnages avaient affichés avant. Avec Pat qui considère davantage son fils comme un projet que comme une personne à laquelle il est vraiment attaché, ce qui fait que oui, lorsqu'il part à l'université, il est content parce qu'il l'aura plus dans les pattes. Alors que, à l'inverse total, Dingo vivra super mal cette séparation et regrettera totalement les moments où il était proche avec son fils. Ça montre bien totalement cette dualité, cette totale opposition de considération de leur part, et le peu de temps que ça dure, malheureusement, c'était pas mal fait. Ça appuyait ça de façon assez juste. Ça aurait pu être plus fort si c'était plus long, je pense, mais c'était quand même suffisamment efficace le peu de temps qu'on l'avait. Numéro 3, Mademoiselle Marple. Je suis pas super fan des personnages du film dans l'absolu. J'irais clairement pas dire que ce sont parmi les pires personnages Disney existants. Mais ouais, c'est souvent des clichés un peu trop bébêtes par moment, et le fait qu'on exagère un petit peu certains traits, je reviendrai un petit peu là-dessus dans le point suivant, ça n'aide pas trop à les appuyer. Cela dit, Mademoiselle Marple, c'est un peu l'exception, parce que j'aime bien l'approche autour du personnage et comment il est illustré une majorité du temps. Parce que voilà, je suis pas fan particulièrement de sa relation avec Dingo, la façon un peu expédiée dont c'est montré, mais j'aime beaucoup la personnalité qu'on affiche chez elle. Vous savez, la bibliothécaire qui semble un peu fermée et réservée, mais qui cache une nature plus festive, qui la rend sympathique à un certain degré quand on le découvre, et c'est plutôt bien fait, un peu rapidement, et le fait qu'on doive nouer ça, une relation amoureuse avec Dingo, c'est pas génial, mais les moments où elle apparaît, où elle affiche un petit peu son caractère et l'évolution un peu plus sûre d'elle dans ses goûts au fur et à mesure, ça va.
Honnêtement, ça le rend un peu sympathique. C'est pas un personnage sensationnel, mais c'est un personnage sympathique qui est pas trop dérangeant, à part quand on force un petit peu trop sa relation avec Dingo. Mais même là, c'est pas affligeant ou quoi que ce soit. Ça parvient à être souvent un petit peu mignon. Après, ça fait un petit peu, en termes de fonctionnalité au sein de l'histoire, une Roxane bis. Cette femme. Et j'aime beaucoup Roxane dans sa fonction dans le premier film, mais c'est vrai que elle subit un petit peu cette comparaison, ce qui fait que j'arrive à être un petit peu moins attaché à elle, puisqu'on passe d'un film à l'autre, et donc d'un personnage fonction à un personnage fonction identique, plus ou moins, ce qui fait que il y a cette perte qui se crée, mais même si on répète un petit peu cette fonction-là, elle est bien faite et honnêtement, il n'y a aucun moment dans le film où elle m'irrite particulièrement. Et c'est, je pense, le seul personnage du film comme ça, ce qui est quand même un point pas négligeable. Numéro 2, les expressions et le rythme cartoon. Alors, ce film souffre d'un problème dont j'arrête pas de parler. Ça commence à me saouler d'en parler continuellement, de traiter ce genre de film. Au bout d'un moment, je vous jure, ça commence un petit peu à me saouler. Mais voilà, le problème, c'est que il y a un côté très cartoon, très gag, déjanté, et à côté, en même temps, en parler, on essaye de créer une histoire sérieuse de développement. Et le mélange se fait pas super bien. Il y avait déjà un peu ce problème-là, je trouve, dans le premier film Dingo et Max. Là, on exacerbe un peu trop ce problème. Ce mélange de ton est un peu ennuyeux. Surtout que je trouve que dans l'écriture, les gags qu'on met en place n'ont rien d'extraordinaire. Sont pas les plus recherchés au monde ou quoi que ce soit, sont un peu forcés sur les bords. Mais il y a un truc que je peux vraiment pas retirer à ce film, c'est que les animateurs se donnent à fond pour faire passer ces moments gags. Mais vraiment quoi, il y a un travail sur les expressions qui est très remarquable, ne serait-ce que Bradley du Gratin par exemple, lorsqu'on essaye de le rendre un petit peu foufou dans ses expressions et que malheureusement l'écriture à côté ne va pas, je peux pas au moins ne pas reconnaître que dans ses expressions, il est mémorable. Je me souviendrai toujours de certaines de ces expressions qui sont assez drôles à regarder comme ça. Et pareil dans les mouvements, il y a un jeu sur les mouvements, la dynamique des mouvements qui est assez fortiche, où on est vraiment pris dans le rythme. Et s'il y avait une bonne écriture de gag autour, ça passerait nickel. Et c'est ça le truc. Ça donne envie de rire. Ce travail sur l'animation, sur le rythme, sur les expressions, les situations, les gags en question, à leur base, c'est-à-dire l'écriture, sont pas fameux, malheureusement. C'est dommage. Mais il y a un mérite vraiment pas négligeable du tout sur le travail qui a été fait auprès des animateurs. Les animateurs se sont donnés à fond pour faire passer cet humour cartoonesque et avec une légèrement meilleure écriture et je sais pas, une œuvre qui n'essaye pas de mélanger de façon aussi grossière l'humour déjanté et le sérieux, ça aurait pu donner du très bon cartoon. Et numéro 1, une partie des moments père-fils. Oui, j'en ai parlé, ils ont fait ça mieux dans le premier film, je le retire pas. N'empêche que c'est pas parce qu'ils ont fait ça mieux dans le premier film qu'ils font ça mal dans le second. Hein. Vraiment, les moments où on appuie de façon sérieuse, une fois de plus, que Dingo et Max doivent se séparer et qu'il y a une espèce de compromis à faire, l'un qui doit comprendre que son fils ne peut pas être tout le temps présent avec lui et l'autre qui doit comprendre qu'il doit toujours avoir un lien avec son père quoi qu'il arrive, c'est intéressant. C'est très intéressant, ça reprend donc un concept qui a été fait dans le premier film, mais si on le poursuit ce concept, si on l'explore davantage, c'est pas une mauvaise chose à faire. Après, ça n'a pas été exploré au meilleur potentiel, je trouve. À certains moments, faisait un peu de drame forcé sur les bords. Mais lorsqu'on prend la peine de vraiment poser ces moments-là, où il y a ces au revoir qui doivent se faire, cette espèce de compromis qui doit se mettre en place, et lorsque nos deux personnages ne sont pas pris dans le gag forcé de l'écriture, et ils arrivent à être touchants à plusieurs moments. Je pense surtout à la première scène où Dingo et Max doivent se dire au revoir et pour l'instant ils comprennent pas encore tout à fait le principe de compromis, donc il y a quelque chose qui a besoin
encore de se faire par la suite, c'est pour ça qu'il y a besoin qu'ils se retrouvent un peu plus tard, et la fin où Max est prêt à continuer à passer du temps avec son père de temps en temps, et où Dingo est prêt à vivre sa vie en dehors de sa relation avec son fils. C'est efficace, c'est pas mal fait du tout, et c'est ce qui arrive un tout petit peu à cimenter la narration, et ce qui fait que ça m'a pas gavé tout du long ce film. Parce que c'est clair et net que si ça n'a pas été bien fait, j'aurais vraiment pas été aussi coulant sur la note. Hein. Voilà, il y a des moments gag entre eux qui sont pas géniaux, mais des moments où on essaye d'appuyer un petit peu le sérieux de la chose, quand c'est bien fait, et ben ça porte. Ça porte. Et ça vaut quelque chose. Je peux comprendre qu'on puisse apprécier un peu ce film grâce à ça. Après, ça suffit pas pour moi, hein. Les problèmes de ton, les grossièretés, les trucs complètement forcés par l'aspect cartoon qui se marie mal à l'histoire un peu sérieuse globalement qu'on veut raconter, c'est grave, c'est pas anodin, c'est super important pour moi et ça empêche vraiment d'apprécier le film parce que les conneries sont quand même assez présentes, hein, assez nombreuses. Mais les intentions qu'il y a derrière, je peux pas nier qu'elles valent quelque chose et que ça explore un petit peu plus ce qui avait été mis en place dans le premier film, parfois de façon acceptable et satisfaisante. Pas tout le temps, vraiment pas tout le temps, mais parfois, ce qui est toujours mieux que rien. Et voilà qui conclut cette vidéo. Merci une fois de plus à Sylvain pour sa participation. On se retrouve en début de mois prochain pour le top retour que vous aurez choisi en commentaire du top retour sur La Belle et la Bête. Donc c'est pas la peine de dire ah je veux top retour pour ci et ça sert à rien en dessous de cette vidéo, on est d'accord? À bientôt, au revoir.